vraiment voulu faire des livres qui étaient accessibles dès l'adolescence, vers 11, 12, 13, suivant ta maturité, tes parents, ton éducation, mais qui soient pas bébés et puis qu'on puisse les lire à l'âge adulte. Et parce qu'il y en a très peu en fait à l'époque où on a sorti Pourquoi les filles ont mal au ventre. Il y avait très très peu de livres sur le féminisme pour les ados. Donc soit on était dans les albums et les BD vraiment très jeunesse sur plus béaba, les filles sont les égales des garçons, puis tu te fais pas embêter dans la course de caricature là. Ou sinon on passait directement aux essais féministes qui sont plutôt imbuvables quand t'as 12-13 ans quoi. Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 49. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut, comment ça va aujourd'hui? Belle journée pour lire un livre. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je viens de recevoir un nouveau livre de mon invitée qui s'appelle Lucille de Pélouan. Lucille, qui est l'autrice de Pourquoi les filles ont mal au ventre et qui vient tout juste de sortir son album avec Geneviève Darling, C'est quoi l'amour, aux éditions de Lisatis. Et j'ai le livre entre les mains, un livre absolument magnifique, absolument touchant, absolument profond, que je vous invite profondément à lire si, comme moi, vous êtes féministe, mais aussi vous avez parfois l'impression que c'est difficile de parler de féminisme parce que on a l'impression de toujours être dans la confrontation, dans la colère, dans l'injustice et qu'il y a peut-être pas assez d'écoute. Du moins, c'est comme ça que parfois je vis ma lutte féministe, c'est qu'il y a beaucoup... Ça prend beaucoup de force de devoir aller en public en parler quand justement il y a beaucoup de résistance au niveau de certains comportements, au niveau de certaines visions, de changement de paradigme autour de la façon dont on voit la place des femmes, l'avancement des femmes et des femmes de toute race, de toute classe sociale, etc. Donc, la raison pourquoi j'avais invité Lucille, ça fait quelques années qu'on se connaît, elle et moi, c'est que j'avais beaucoup aimé son approche, justement, féministe, sa démarche féministe à travers son rôle d'autrice et aussi comment son œuvre, comment son art est pas simplement didactique, mais vraiment c'est vraiment des objets artistiques qu'elle crée. Donc Lucille, je la connaissais du milieu de l'édition et puis elle faisait des fanzines à ce moment-là, des fanzines qui sont des petits objets souvent faits main, en très petite édition. Ce sont des mini-magazines, tu sais, très artisanaux. Et elle avait cette collection qui s'appelait Shoshana Bikini London, qui existe encore et dont vous pouvez vous procurer le livre si ça vous intéresse. Et j'aimais beaucoup la sensibilité qui se dégageait de ces objets-là. Ces objets très intimes, mais aussi très artistiques. Et quand elle a finalement lancé « Pourquoi les filles ont mal au ventre », j'étais absolument à terre de voir la sensibilité qui se dégageait de cet album-là, de ce roman graphique-là, qui est conçu comme un texte pour des jeunes adultes. Et moi, c'est sûr que, bon, l'année passée, bon, j'ai eu ma fille en 2019, et ça a été un gros enjeu pour moi de me demander comment est-ce que je vais parler des injustices à ma fille, comment est-ce que je vais parler de la lutte féministe à ma fille, comment est-ce que je vais pouvoir lui transmettre
le fait qu'elle est née dans cette société-là qui porte en elle autant d'inégalités et d'injustices et de violences. Et j'ai l'impression qu'avec l'œuvre de Lucille, ça m'a donné une perspective pleine d'espoir, je dirais, autour de cette conversation-là qu'on doit avoir, autant avec nos enfants qu'avec nos conjoints, qu'avec les gens qui nous entourent, des gens au travail. Et j'aime beaucoup comment elle a utilisé l'art pour donner cette possibilité d'avoir ce genre de conversation. Alors, petite présentation de Lucille, comme à l'habitude. Donc, Lucille de Pélouan a commencé à publier ses textes intimes, directs, poétiques et engagés sous forme de fanzine. Son manifeste féministe « Pourquoi les filles ont mal au ventre » aux éditions de Lisatis a été illustré par Geneviève Darling de Love Struck Prints et a été traduit en plusieurs langues. Le livre a reçu plusieurs distinctions. Comme mentionné, elle a publié les histoires de Shoshana Bikini London aux éditions Rodrigol et le livre J'ai mal et pourtant ça ne se voit pas, qui a lui aussi reçu prix et distinction. Elle écrit aussi pour des magazines et continue toujours de réaliser des fanzines sous le nom de Shoshana Bikini London. Son nouveau livre C'est quoi l'amour est paru, comme je vous l'ai dit, cette semaine, le 5 octobre 2020. Et je vous encourage vivement à aller regarder. Je vais essayer de mettre des images du livre dans la publication sur mon site qui accompagne le podcast si vous voulez aller avoir un petit aperçu du livre du moins. Donc, je vous laisse avec cette entrevue dans laquelle on parle autant du parcours d'autrice de Lucille, de son allégeance féministe, disons, comment elle a vécu ça, et aussi sa transition vers son rôle de maman et comment elle voit l'éducation féministe de sa propre fille et aussi de générations à venir. Donc, bonne écoute et au plaisir de discuter de la question avec vous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par courriel ou peu importe comment vous voulez me contacter. Ce sont des discussions importantes qu'on doit avoir et je suis toujours ouverte à les avoir avec vous. Bonjour Lucille, bienvenue sur l'ambition au féminin. Comment vas-tu aujourd'hui? Salut Tatiana, écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de m'inviter à participer à ton podcast. Ça me fait très plaisir. Alors, un petit peu pour l'histoire, je connais Lucille depuis quand même plusieurs années. On a travaillé toutes les deux dans le milieu de l'édition. Puis c'est comme ça qu'on est rentrés en contact. Et j'ai appris de tout ton côté créatif à travers initialement les zines que tu faisais, puis tu sais, on en parlait beaucoup entre nous à ce moment-là. Puis depuis, je te suis dans toutes tes aventures créatives parce que je trouve ça vraiment beau à voir cette évolution-là aussi, puis tous les projets qui peuvent sortir de ta tête parce que, on en parlera pendant l'émission, mais tu sais, il y a Pourquoi les filles ont mal au ventre qui a eu un super beau succès, et puis là, tu viens de sortir il y a un mois à peu près C'est quoi l'amour, donc des albums illustrés avec tes textes, mais ça fait quand même un petit bout que tu es dans le milieu ou du moins que tu as cette passion pour la création. Je voulais savoir, comme première question que je te poserais pour casser la glace un petit peu sur le podcast, comment est-ce que tu te perçois en tant qu'artiste? Tu sais, est-ce que tu es une poète, une écrivaine, une illustratrice? Est-ce que c'est important comme définition? Est-ce que c'est important comme définition? Je sais pas. Moi, je me définis de plus en plus comme une autrice qui fait des fanzines aussi. Donc, ouais, je suis une autrice qui fait des fanzines, qui a commencé par le milieu du fanzine et qui continue. Donc, je suis toujours dans ce matériel de construction, de bricolage, même si ça a un côté un peu ça fait un peu enfant de dire ça, mais c'est quand même du bricolage, l'auto-édition,
l'autoproduction. Pour moi, c'est vraiment des petits cadeaux que je fais. Puis je continue à faire du fanzine, même si je suis publiée dans l'édition traditionnelle. Donc ouais, je suis une autrice qui fait des fanzines. Puis quand est-ce que tu as commencé avec les fanzines? Comment c'est arrivé dans ta vie? Est-ce que c'est la première forme de publication, entre guillemets, que tu as fait? Ouais, c'est ça. Alors en fait, j'ai commencé il y a 8-10 ans à faire des fanzines. J'ai découvert, je suis allée à Exposine une fois à Montréal. Exposine, c'est une foire, la foire du fanzine, un peu comme le salon du livre, sauf que c'est le salon du fanzine et que c'est beaucoup plus underground. Ça se passe dans un sous-sol d'église où on est tous sur des petites tables. On est des centaines de fanzineux et fanzineuses à présenter nos fanzines. Et donc j'ai découvert ce monde du fanzine et j'ai été fascinée et j'ai trouvé que c'était un moyen formidable en fait de partager sa créativité, son art. Et mon ordinateur était pas mal rempli de photos que je prenais, mais on prend tous des photos, mais moi je prenais des photos, mais je savais pas quoi en faire. J'avais plein de bouts d'histoire jamais terminés. Et puis j'ai toujours écrit, j'ai toujours voulu écrire. Depuis que je suis vraiment toute petite, quoi. Je tiens un journal intime depuis que j'ai 8 ans. Ouh, et wow. ouais, je les ai tous avec moi et il y a des passages assez émouvants. Wow. Et donc voilà, mais j'arrivais jamais à terminer un projet parce que dans ma tête, publier des textes, c'était le gros livre chez Gallimard. Autant dire le sommet inatteignable. Et donc quand j'ai découvert l'univers des fanzines, je me suis dit que voilà, c'était une manière de partager ce que j'écrivais, de faire des mini-livres en fait. Donc bien sûr, il y avait déjà l'univers des blogs, j'aurais pu publier sur des blogs, etc. Mais ça m'a jamais trop attiré ce côté. Et puis ce qui est chouette ce que j'aimais beaucoup dans le milieu du fanzine, c'est ce côté si c'est pas parfait, c'est pas grave. Et je pense que c'est vraiment ça aussi qui est important en art, en création, en écriture. C'est que de toute façon, ça sera jamais parfait. Et puis tu pourrais retravailler un texte à foison et pendant des années en fait. Donc à un moment donné, il faut lâcher prise et dire ben regarde, je le fais lire et puis c'est là où j'en suis pour le moment. Et le fanzine, c'est une œuvre d'art assez c'est éphémère en fait. Donc ça a une durée de vie. Puis après ça s'arrête et donc il y a moins de pression finalement. Donc, souvent, mes fanzines sont aussi, c'est comme des petits embryons de mes livres. Il y a beaucoup de premiers jets qui sont dans mes fanzines, qui vont se retrouver dans mes livres, parce que franchement, ça me fait beaucoup moins peur en fait de tester des choses dans mes fanzines. Et puis, je pense qu'aussi le côté beaucoup moins formel. Le côté objet, j'aime beaucoup l'objet du fanzine, puis je m'amuse à créer des fanzines qui sont tous complètement différents et ça enlève la pression, ça enlève peut-être aussi la pression du contenu et je me sens plus libre en fait dans ce que j'écris pour qu'ensuite ça revienne à une forme plus traditionnelle, on va dire. C'est intéressant ce que tu dis, Lucille, par rapport au fait de tester aussi, puis de l'éphéméréalité, je sais pas si c'est un mot, des zines, parce que je trouve que c'est un petit peu la même chose que moi, en fait, j'ai découvert avec le web. Puis c'était ma façon aussi de commencer le blog, de me faire un petit espace d'expérimentation avec l'écriture, qui était pas aussi intense ou, tu sais, du moins couler dans le béton, parce que je savais que, justement, tu sais, avec le web, tu sais, tu passes souvent à d'autres choses, il y a tellement de contenu qui est créé que tu peux toujours te réinventer. Fait que je trouve ça intéressant que, pour toi, tu disais, ah, ben, le blog, ça m'a jamais appelé, mais le zine, oui. Puis, je me demandais à quel point le côté craft, tu sais, le côté plastique, pour toi, était... est-ce que c'était une façon pour toi de réfléchir créativement ou c'était juste plus amusant ou quoi? Ben, en fait, ce que j'aimais vraiment, ce qui me plaisait beaucoup, c'était d'avoir ces deux phases dans ma création de fanzine, de monter mon histoire
de choisir mes photos en parallèle pour illustrer, de penser au design graphique donc la partie plus on va dire intellectuelle d'écriture et de réflexion, et après la partie plus réflexion donc sur le côté la direction artistique de mon fanzine, pour utiliser des gros mots pour du DIY. Et après, ce que j'aimais énormément, c'était la deuxième partie vraiment plus manuelle en fait, qui était de fabriquer ce qui était dans ma tête en fait. Et donc où là tu lâches plus prise avec le côté intellectuel et tu rentres dans de la mini fabrication en série quoi. Je fabriquais une centaine d'exemplaires de mes fanzines et j'aimais tout autant cette période de création là, qui était donc moins intellectuelle et plus les mains dans le scotch tape quoi, et puis le côté vraiment magique, que tout ça sorte de ma tête, et puis de l'idée de base, et puis quelques semaines plus tard d'avoir le produit fini et d'avoir l'objet entre les mains quoi. Ouais, l'espèce de finalité que tu trouvais avec ça. C'est ça, assez rapide, ouais. assez rapide et très finalement très gratifiante et très la récompense en fait, comme quand t'as dû monter ton blog, finalement il suffit de s'y mettre. Enfin, je sais que c'est facile de dire ça là, il suffit de s'y mettre, mais une fois que ton article est sur ton blog, puis que c'est partagé, puis ou que moi mon fanzine était fini, puis que je pouvais l'offrir autour de moi, tu te rends compte que finalement oui, ça aurait pu faire mieux, oui ça pourrait être mieux, mais c'est pas grave, c'est là, ça existe, et puis c'est chouette. Ouais. Et c'est hyper encourageant. Est-ce que c'est c'est pendant Exposine que tu as rencontré Geneviève Darling, ou tu la connaissais d'avant, Geneviève étant l'illustratrice qui a été à tes côtés lors de 2 de vos livres, 3 maintenant aujourd'hui avec C'est ça l'amour, c'est ça? Oui, c'est ça. Geneviève, je l'ai rencontrée à Exposine, ouais, parce que c'est aussi une zineuse. Elle, c'est une illustratrice, et puis j'aimais beaucoup son travail. Voilà. J'aimais beaucoup ses zines, ses illustrations. Et puis, mais on se connaissait pas personnellement, quoi. J'étais en mode fan. Et puis voilà. Puis un jour, l'éditrice, donc j'ai publié un fanzine après les histoires de Shoshana, toute ma petite série d'histoires. J'ai publié un fanzine qui s'appelle Pourquoi les filles ont mal au ventre, et qui a eu beaucoup de succès, qui est un mini fanzine que j'appelais mon manifeste féministe de poche. Et puis il a vraiment eu beaucoup de succès, ce fanzine quoi. Celui-ci je l'ai édité de 3 manières différentes. Et puis voilà, j'aimais beaucoup ce fanzine. Et puis un jour, l'éditrice Angèle Delenoy aux éditions Isatis, je lui avais offert le fanzine. Et puis elle m'a dit, écoute, je suis en train de monter une collection de romans graphiques pour les ados. Et je pense que tu as là une très bonne idée avec ton fanzine. J'aimerais bien qu'on en fasse un roman graphique, une BD. Qu'est-ce que t'en dis? Donc j'ai dit oui, bien entendu. Et puis voilà. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir choisir avec qui j'avais envie de travailler. Et donc assez rapidement j'ai repensé à Jen, et puis voilà, je l'ai contactée, et puis elle a embarqué, et puis l'aventure a commencé. Et donc le livre est complètement différent de mon fanzine. Le fanzine est vraiment une idée de base sur le féminisme, et puis on l'a vraiment transformé. Enfin voilà, j'ai beaucoup évolué aussi entre le moment où le fanzine était sorti et puis le livre. Donc avec Geneviève, on a vraiment découvert une super belle collaboration. On a voulu, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a dans le livre, on parle de beaucoup plus de choses que ce que j'abordais dans mon fanzine, notamment tout le côté intersectionnel, que très honnêtement je n'abordais pas dans mon fanzine, parce que j'étais sûrement pas rendue là encore. Donc voilà, on a travaillé toutes les deux sur le contenu écrit et illustré.
parce que Geneviève, dans son œuvre, c'est très intersectionnel. Il y a beaucoup d'illustrations queer. Il y a cette volonté vraiment d'aller là. Est-ce que c'était ça qui t'avait attiré vers ces illustrations ou c'était vraiment le style? Non, c'est vraiment ça que j'aimais chez elle, c'est qu'elle avait déjà ce côté d'illustrer toutes les femmes de la société et pas seulement des femmes qui nous ressemblent. Donc c'est pour ça que je voulais travailler avec elle aussi. C'est une nana qui est hyper engagée et qui fait pas de compromis, et donc c'est pour ça que j'avais envie de travailler avec elle. Et puis on a appris beaucoup de choses l'une et l'autre dans notre féminisme, et on s'est apporté énormément de choses. Et puis au fil des collaborations, ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille ensemble, et puis on est hyper complémentaires, et on discute beaucoup et on crée vraiment nos livres. Je pense que c'est assez particulier, on crée nos livres ensemble. J'ai jamais, pour les 3 livres, et même pour Pourquoi les filles ont mal au ventre, même pour le premier, je lui ai pas envoyé le texte, et puis ensuite elle l'a illustré. Donc on a réfléchi au contenu ensemble. Après c'est moi qui l'écris parce que c'est ma force, et ensuite c'est elle qui l'illustre. Mais on réfléchit toujours pour les 3 livres, on a toujours réfléchi aux 2 contenus ensemble, puis après chacun fait sa job là, mais on crée vraiment nos livres ensemble, quoi. Souvent j'arrive avec l'idée, enfin les 3 fois je suis arrivée avec l'idée de départ, mais après on travaille vraiment toutes les 2 ensemble. C'est comme ça qu'on a commencé, autour du zine Pourquoi les filles ont mal au ventre. Puis le fait que t'as eu cette idée de faire ton petit manifeste de poche féministe, parce que là, bon, j'ai pas lu les 9 zines de Shoshana Bikini London, je t'avoue, OK? J'en ai pas mal à la maison, mais j'ai pas tout lu. Et je me disais, cette volonté de vouloir rentrer plus dans un sujet qui est peut-être moins introspectif, mais qui est quand même assez introspectif d'une certaine façon, mais beaucoup plus un aspect social. Puis là, j'ai le mot didactique en tête, mais je sais que c'est pas le bon mot, là, mais... est-ce que c'était quelque chose que ça faisait longtemps? Ouais, engagé peut-être, ou... militant, ouais, il y avait toujours cet engagement et ce militantisme dans mes histoires, mais qui n'était pas forcément frontal, on va dire. Mm-hmm. Et puis j'ai eu envie, en fait, j'étais dans une période où je m'intéressais beaucoup au féminisme. Enfin, j'ai toujours été féministe, mais là je commençais à avoir plus d'assurance et à plus militer. Sauf que je suis quelqu'un d'assez timide, et je perds un peu mes mots des fois quand je suis sur des sujets qui me tiennent à cœur, en tout cas surtout à cette période-là où j'étais plus jeune. Et donc j'ai eu, et souvent on me demandait la fameuse question qui tue, oh, mais à quoi ça sert d'être féministe encore, ça a vachement évolué, blablabla, les femmes sont les égales des hommes. Et en fait, je me suis dit, ok, je vais faire un fanzine, et puis je vais vous expliquer pourquoi non, ça va pas, et pourquoi il y a encore plein de soucis, en fait. Donc, souvent, ça a toujours été comme ça, en plus, depuis que je suis petite, ado, que ce soit dans des conflits avec mes amis ou avec mes parents, ma réponse était souvent d'écrire une lettre pour expliquer ce que je ressentais, et sinon je me mettais à pleurer ou à crier, et puis mon message passait pas. Donc je pense que ça a été vraiment un cri du cœur que j'ai voulu faire passer par mon fanzine, en fait. Puis je pense que ce qui a vraiment accroché, c'était justement c'est que ces albums-là que vous avez créés sont toutes dans la... Tu sais, c'est tellement pas confrontant, mais en même temps, c'est émouvant, ça touche vraiment les cordes sensibles, ça vient vraiment nous chercher dans notre empathie. Puis je pense que c'est pour ça que j'avais ce terme, genre vraiment plus didactique, parce que je me dis, c'est une autre façon d'apprendre, mais qui est beaucoup moins... OK, ben là, je vais te dire quoi faire, comment faire, puis qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, puis dans quel groupe tu rentres, à toi de prendre la décision, tu sais. Exact. En fait, ce qu'on avait envie de faire, c'était
c'est ça, pas quelque chose de pédagogique, pas quelque chose de didactique, pas le féminisme, c'est ça, la santé mentale, c'est ça, l'amour, c'est ça, mais vraiment ce côté de faire réfléchir en fait les gens. Et finalement, c'est les lecteurs et les lectrices qui réfléchissent eux-mêmes et qui vont plus loin eux-mêmes dans la réflexion et qui décident comment, ce qu'ils vont penser, et en fait, c'est éveiller un peu, c'est éveiller les consciences éveiller les consciences et puis faire en sorte que les gens réfléchissent et parlent et discutent entre eux. Pourquoi les filles ont mal au ventre? C'était vraiment un livre pour discuter du féminisme en fait. Et je pense que je pense que ça a marché parce qu'il y a aucun jugement dans pourquoi les filles ont mal au ventre. Puis on peut jamais dire c'est vrai, c'est pas vrai, parce que c'est juste des faits en fait. C'est juste des faits, c'est juste une liste de situations, de choses qui sont arrivées et on peut tous se reconnaître. C'est arrivé à tout le monde quoi. Si ça nous est pas arrivé à nous personnellement, c'est forcément arrivé à une amie ou à quelqu'un qu'on connaît. Et on peut pas dire c'est pas des théories en fait, c'est pas des théories, mais ça va forcément faire rebondir, ça va forcément faire discuter, et c'est ça qui nous plaît en fait. Puis qu'est-ce que tu penses de cette idée que c'était plus axé vers les adolescents? Je suis curieuse par rapport au public parce que je trouve que effectivement, tu sais, c'est un bon âge pour commencer à se poser ces questions. En tout cas, je voulais juste te demander comment tu vois ça. Comment est-ce qu'on devient engagé? Ben, j'ai trouvé ça intéressant qu'Angèle me propose que ça devienne des livres pour ados. Et puis je me suis dit qu'effectivement, c'était chouette d'avoir ce genre de livre dès l'adolescence. Donc, j'ai vraiment voulu faire des livres qui étaient accessibles dès l'adolescence, vers 11, 12, 13, suivant ta maturité, tes parents, ton éducation. Mais qui soient pas bébés et puis qu'on puisse les lire à l'âge adulte. Et parce qu'il y en a très peu, en fait, à l'époque où on a sorti Pourquoi les filles ont mal au ventre, il y avait très très peu de livres sur le féminisme pour les ados. Donc soit on était dans les albums et les BD vraiment très jeunesse sur plus b.a.-ba, les filles sont les égales des garçons, puis tu te fais pas embêter dans la course de caricature là. Ou sinon on passait directement aux essais féministes qui sont plutôt imbuvables quand t'as 12-13 ans quoi. Donc l'idée c'était vraiment de faire une première approche et puis mettre des mots en fait aussi sur ce qu'on pense à l'adolescence. À l'adolescence, on est toujours, enfin, je prends mon cas personnel, mais on a du mal parfois à mettre des choses, à mettre des mots sur ce qu'on ressent, à mettre bien nos idées en ordre et ça fait du bien en fait de lire des choses comme ça et de se dire qu'on peut continuer et puis qu'on peut s'appuyer sur quelque chose pour aller plus loin en fait. Donc moi j'aurais aimé, en fait je fais des livres que j'aurais aimé lire quand j'étais ado et que je trouvais pas dans les rayons quoi. Puis même à l'âge adulte, je pense que en regardant ces livres, vraiment ce qu'on ressent, c'est aussi une façon de communiquer la colère qu'on peut avoir, mais sans aliéner les gens qui comprendraient pas ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est pour moi, quand j'ai vu ce livre-là ou tes autres livres aussi, tu sais, c'est des beaux outils qui sont des objets esthétiques, tu sais, donc qu'on aime consommer, comme versus, genre, les essais dont tu parlais qui sont, même en tant qu'adulte, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui est prêt à aller lire un livre qui s'appelle, mettons, genre, sur la fragilité blanche ou des choses comme ça. Ouais. Alors que d'y aller par la littérature, par l'art, puis par un objet esthétique comme un album illustré, ça permet justement d'ouvrir ces conversations-là. Donc ça, je trouvais ça vraiment puissant. Ben, c'est des bons livres à faire traîner sur des tables basses et puis ou dans les toilettes. Exact. J'ai plein de mères, de grands ados garçons qui avaient le livre
dans les toilettes. Ouais. Est-ce que tu vois que toi, bon, tu vas, là, au moment de cet enregistrement, tu es à la veille de rencontrer ta fille, qui va naître très bientôt. Tout à fait. Et puis, moi, qui est maintenant la mère d'une petite fille de 15 mois, tu sais, je me pose souvent la question par rapport à l'éducation que je veux donner à mon enfant, par rapport à ces questions féministes, par rapport à où on en est avec tout ça. Puis, je t'avoue que moi, j'ai de la misère des fois, encore une fois, à sortir de la colère ou à sortir des réalisations que je fais par rapport à l'état des choses, puis des fois, j'ai de la peur autour de tout ça, puis je me demandais, est-ce que si tu avais réfléchi, ben j'imagine que oui, mais surtout toi qui crée autant, comment tu te vois? Est-ce que c'est notre responsabilité de femme d'enseigner, en quelque sorte, le féminisme, d'ouvrir les yeux par rapport au féminisme à nos enfants? Ben, en tant que... Je pense que c'est la responsabilité de tout le monde, mais c'est sûr qu'en tant que femme, on est sûrement plus sensibilisé à ça. Pour être très honnête, quand j'ai appris que c'était une fille, ça m'importait, le sexe de l'enfant m'importait peu. Mais quand j'ai appris que j'allais avoir une fille, j'étais très contente. Mais une des premières choses qui m'a traversé l'esprit, c'était quand même, ok, c'est quand même plus dur d'être une fille dans notre société, donc va falloir, ça va redoubler d'accompagnement, ça va redoubler enfin voilà, il va falloir être là pour elle, quoi. Va falloir non seulement la protéger, mais lui donner encore plus de cartes en main pour affronter cette société qui est clairement pas faite pour les femmes. Donc j'ai vraiment vu ça comme un challenge. Puis je me suis dit mais c'est correct, quoi, on va réussir, mais voilà, c'est clair que c'est plus compliqué d'être une fille dans notre société, puis on va pas se le cacher. Donc je me suis dit bon, on a du boulot devant nous pour lui donner tous les outils, quoi. Mm-hmm. Et puis voilà, c'est quelque chose auquel je veux faire attention tout de suite, quoi. Je veux faire attention tout de suite. Et oui, c'est le rôle des mères, mais c'est aussi le rôle des pères, en fait, qu'on éduque nos enfants, nos filles, nos garçons. Et en fait, si j'avais eu un garçon, ça aurait été aussi tout un challenge, justement, de lui apprendre que c'était pas le plus fort du monde, et puis que les filles étaient aussi fortes qu'elles, quoi. Donc c'est vraiment, ouais, on n'a pas le choix, en fait. Je suis persuadée que le féminisme et la lutte contre la société patriarcale passe par l'éducation. Donc je suis assez contente finalement de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice très concrètement avec l'éducation de ma fille, et puis aussi des enfants avec qui elle sera en contact, et puis de changer les choses, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans la petite enfance, à l'école. L'école est vraiment un microcosme de notre société, et il y a énormément de choses à changer à l'école qui aura un reflet sur la société. Quand je pense par exemple d'interdire aux garçons de soulever les jupes des filles, ça paraît très rigolo comme ça et très anodin, mais c'est la base du consentement, en fait. C'est pas rigolo de montrer la culotte d'une fille à toute la cour de récréation. Quand un petit garçon va taquiner une fille, voire la taper, souvent on va dire mais c'est sa manière à lui de te montrer qu'il t'aime bien. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui, quand on les retransmet à l'âge adulte, on se rend compte que ça a aucun sens. Même il y avait une étude qui avait été, il y a plusieurs écoles pilotes. C'est en France, je pense que j'avais vu ça, mais on peut le remarquer dans toutes les cours d'école. Les filles jouent, les garçons occupent toute la cour souvent pour jouer à des jeux de ballon, à des jeux de course, à des jeux de défoulement, et les filles sont souvent en périphérie de la cour et à jouer à des jeux plus tranquilles. Et c'est exactement le reflet de notre société finalement, où les hommes prennent la place, et puis les filles sont comme dans une soirée. Quand à l'âge adulte on va dans une soirée, et souvent la caricature c'est les hommes qui sont au milieu, qui parlent fort, puis les femmes qui sont
qui sont autour. Et en fait, il y a eu des projets pilotes sur plusieurs années où les cours de récréation étaient vraiment divisés en deux de manière égale. Et peu importe que les filles fassent... il y avait deux parties de cours, quoi. Une partie pour les jeux plus calmes et une partie pour les jeux de ballon et de course. Et ça change la donne, en fait. Ça change vraiment la donne parce que tout le monde peut avoir sa place, quoi. On peut avoir la place centrale. Ouais. Donc, oui, l'éducation... est importante, et puis c'est sûr que je me mets peut-être un peu trop de pression là-dessus, mais je veux faire hyper gaffe, et rien qu'en choisissant mes vêtements de bébé, ses jouets, je fais hyper attention, et puis voilà, il y a tellement, puis elle va il y a tellement à déconstruire. Il y a tellement à déconstruire, voilà. C'est une déconstruction de tous les jours. Mm-hmm. Puis avant qu'on se laisse, je voulais juste qu'on parle un petit peu du fait que cette année 2020, avec tout ce qui s'est passé, ça a été aussi ton année où tu t'es lancée à temps plein dans l'écriture. Oui. Et suite à une résidence d'écriture que tu avais faite. Et je voulais peut-être que tu partages avec les gens qui nous écoutent, parce que je sais que, bon, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans notre... dans les gens qui m'écoutent, mais aussi beaucoup de... Moi, je pense que j'ai un following de gens qui sont quand même des artistes dans l'âme, tu sais, puis on a ça dans nous, à quelque part, l'esprit créatif, l'aspect créatif. Puis je voulais peut-être que tu nous parles de ce shift, de ce moment, genre, qui s'est passé dans toi pour te dire, OK, je suis prête, OK, c'est le moment, puis je vais faire fonctionner. De se lancer, un peu comme on se lance dans l'entrepreneuriat aussi, quoi. C'est un petit parallèle, finalement. Oui, en fait, depuis que j'ai commencé à écrire, à chaque fois, mes emplois salariés, je suis passée du temps plein, après je suis passée à 4 jours semaine, après je suis passée en employé pigiste. Donc à chaque fois je diminuais mon temps de travail salarié pour une entreprise, toujours dans le milieu de l'édition. Ça fait 10 ans que je suis dans le milieu de l'édition. Et puis voilà, et donc l'écriture prenait une place de plus en plus présente, mais toujours pas sa grande place. Et donc j'ai eu la chance, effectivement, l'automne dernier, d'obtenir une résidence d'écriture par le Calc et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc j'ai eu 2 mois à temps plein. On m'a prêté un appartement en Belgique, on m'a donné de l'argent et on m'a dit, pendant 2 mois, tu fais juste ça, écrire. Et donc c'est là que j'ai écrit mon livre, C'est quoi l'amour ? Et puis voilà. Donc c'était qui tout double. C'était soit je me retrouvais toute seule dans cet appartement à Bruxelles à me dire ok, mais c'est la page blanche, puis finalement je sais pas quoi écrire et j'ai du temps mais je sais pas quoi en faire. Ou alors et en fait ça a été plutôt une frénésie d'écriture et pas que d'écriture. Je vais pas dire que j'écrivais 24 heures sur 24, mais j'ai tellement trippé en fait à me lever le matin et je commençais par écrire, je lisais, j'ai lu énormément. En fait, je faisais juste lire, écrire et faire du yoga. Et ça a été 2 mois complètement hallucinant, quoi, parce que je pensais que à mon livre, j'avais aussi accès à un superbe atelier pour faire des fanzines. Donc j'ai fait 2 fanzines, j'ai écrit mon livre et puis j'ai lu des tonnes de bouquins et je faisais du yoga tous les jours. Et j'étais là, ok, c'est la vie que je veux. Wow. Donc voilà. Donc je suis rentrée et puis on en a parlé avec mon copain et puis qui est lui aussi, on est quand même un peu sur la même longueur d'onde. Lui, il est monteur de séries documentaires et de films documentaires. Pareil à son compte et puis voilà. Et puis je lui ai dit, écoute, j'ai envie de continuer. Enfin, je me vois pas recommencer à mettre mon emploi salarié en premier, puis de nouveau à écrire le soir et la fin de semaine quand mon jus de cerveau, mon jus créatif, en fait, je le donnais toujours pour mes employeurs, en fait. Et finalement, il en restait peu pour moi. Et puis, il m'a dit, mais pourquoi tu t'offres pas une année de résidence d'écriture? Tu te la payes, ta résidence d'écriture, t'as des économies.
tu continues tes ateliers parce que je fais beaucoup d'ateliers de création de fanzines et d'écriture autour de mes livres dans les lycées, dans les écoles secondaires et dans les bibliothèques. J'écris aussi pour le magazine Cool, donc j'ai d'autres petites sources de revenus comme ça. Et il m'a dit, je suis sûre que si tu mets tout bout à bout, plus des économies, eh ben, tu peux le faire, quoi. Puis si au bout d'un an, tu te rends compte que t'as pris toutes tes économies, eh ben, tu retrouveras du boulot, et puis voilà, et puis il me dit, c'est maintenant qu'il faut le faire, en fait. Et je suis assez claire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc voilà. Donc, je l'ai fait. Et puis je suis hyper contente. Bon, alors le truc c'est que à partir de mars, tous mes plans se sont effondrés. Je m'étais fait toute une belle année d'ateliers. J'avais plein d'ateliers. Je devais retourner à Bruxelles pendant 15 jours pour faire plein d'ateliers, de conférences. Pour la première fois, j'étais payée vraiment pour donner tous mes ateliers à l'étranger, ce qui est un pas aussi dans la vie professionnelle d'une artiste, où tu commences vraiment à être payé pour des rencontres en librairie, pour des conférences en bibliothèque, etc. Et ça fait vraiment plaisir d'être rémunéré pour ton travail d'artiste. C'est un gros pas. Ouais. Et puis voilà, j'avais plein de choses aussi prévues à Montréal et aux alentours, et donc à partir de mars, tout a dégringolé. Donc, mais bon, c'est pas grave. J'ai eu la chance de pouvoir percevoir la BCU, et puis voilà. Donc en même temps, je suis tombée enceinte au mois de janvier. Donc peu après avoir pris cette décision, je suis tombée enceinte. Et puis je me suis dit ça change rien en fait. Et puis disons que mon année d'écriture allait sûrement se rétrécir de quelques mois puisque j'accouche en septembre. Donc voilà. Donc finalement, après un petit mois stressant en mars, avril, avec le Covid, etc. Et ben j'écris, et puis ça se passe plutôt bien. Je suis productive, et puis j'ai mon cerveau qui est tout à ça. C'est super agréable. Il est encore là, ton cerveau. Ouais. Les hormones n'ont pas effacé toute trace de créativité chez toi? Non, le premier trimestre, tu étais passé par là aussi, j'étais hyper fatiguée. Et puis avec l'anxiété quand même de la pandémie, la fin du troisième trimestre, j'ai eu un peu peur parce que j'arrivais plus du tout à être productive. Puis je suis revenue. Donc ça voilà. vient par phase. Ouais. Puis là, j'avance bien sur mes projets, je suis contente. Et puis, donc c'est la meilleure décision que j'ai prise pour 2020. Très contente. Je suis contente d'entendre ça. Puis j'ai vraiment hâte de voir le livre « C'est quoi l'amour » qui va sortir en octobre, mais au moment de la diffusion de l'entrevue, il va être déjà sorti. Donc, je voudrais peut-être terminer avec toi, Lucille, aujourd'hui, en te demandant si les gens ils veulent te suivre, acheter tes livres, aller sur, je sais pas moi, est-ce qu'ils peuvent participer à tes ateliers? Est-ce que c'est juste réservé aux écoles secondaires ou comment? Là, c'est sûr que tu vas être en petite pause. Je vais être en petite pause. Mais non, je fais des ateliers aussi bien pour les adultes que les ados, suivant la structure qui m'invite à le faire. On avait aussi commencé à développer avec une amie prof de yoga des ateliers de yoga écriture, on en faisait une fois par mois, pareil avant le Covid là. Donc ça c'était plutôt pour les adultes, des ateliers plus pour les femmes, pour concilier yoga et écriture, parce que je trouve que le yoga permet vraiment de libérer aussi la créativité, et puis de voir la créativité comme il n'y a pas forcément un but artistique et un but de publication après, et en fait créer ça fait du bien là, tout simplement, comme faire du sport, comme faire de la cuisine, comme aller courir, créer, ça fait vraiment du bien. Donc c'était ça nos ateliers. Donc sur ma page Instagram Shoshana Bikini London, et puis sinon sur Facebook Lucille Depelouan. J'ai une page Facebook Shoshana Bikini London, mais je suis très active là-dessus. Plutôt sur Instagram, je dirais. Good. Bon, on va mettre les liens, puis je vais mettre les liens vers tes livres aussi, si les gens ils veulent se les procurer, les laisser traîner sur leur table à café ou dans la toilette. Voilà, c'est toujours un bon. Ils sont tous sur leslibraires.ca. Excellent.
Lucille, ça fut un plaisir de discuter avec toi pendant ce moment. Merci beaucoup de ta générosité et je te souhaite tout le plus beau avec la nouvelle personne que tu vas rencontrer très bientôt. Merci beaucoup, Tatiana. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!